Hello, welcome back to our conference. For those just joining, this is the Schiller Institute conference. Bonjour et bienvenue dans cette conférence internationale de l'Institut Schiller pour établir une nouvelle architecture de développement et de sécurité mondiale. Donc, c'est le troisième panel sur la sécurité, justement. On vient de conclure le panel sur l'économie qui a montré les systèmes financiers néolibéraux et ses sanctions qui détruisent non seulement la vie des millions de gens sous l'impulsion des politiques de la City de Londres et de Wall Street et du complexe militaro-financier américain. Et cela a poussé un grand réalignement des nations au niveau international, qui s'oppose maintenant à ce qu'on appelle l'ordre basé sur les règles imposées par le système anglo-américain et demande à ce que le bénéfice d'autrui, l'avantage de l'autre, soit la base de la métrique du nouveau système économique pour une coopération internationale. Et le premier intervenant cet après-midi sera Jacques Cheminade. Il est le président de Solidarité et Progrès en France. Il a été candidat à la présidentielle en France. Et il va nous parler de la paix de Westphalie pour éviter le piège de Thucydide. Je te donne la parole, Jacques. Thucydides' trap. Beginning in 1618, the 30 Years' War claimed the lives of at least 5 million people. Débuté en 1618, la guerre de 30 ans a coûté la vie à au moins 5 millions de personnes. Ce fut une véritable apocalypse européenne. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une machine qui nous précipite vers la fin du monde, en quelque sorte. Notre défi est d'arrêter avant qu'elle ne détruise l'humanité, soit par une dévastation économique mondiale, soit par une guerre. La solution apportée par la paix de Westphalie, aux atrocités de son époque, devrait nous inspirer pour créer une dynamique de paix par un changement de notre façon de penser et de faire. Parce qu'elle a non seulement mis fin aux guerres de religion et établi une nouvelle forme de négociation de paix entre les États, comme vous pouvez le lire dans tous les livres d'histoire, mais plus fondamentalement parce qu'elle a abordé l'agapé, ce mot grec pour qualifier de bonne volonté créatrice et rédemptrice pour tous les hommes dans un sens séculier. Dans son dialogue des civilisations euro-asiatiques, Larouche nous dit la base implicite de la connaissance de la compétence de nos choix ne réside pas dans l'expérience du passé, mais dans la pertinence de notre expérience du futur. L'esprit de la paix de Westphalie est une référence pour nous, précisément pour cette raison. Il se rapporte à une conception de l'homme qui n'existait pas encore à l'époque, mais qu'il était néanmoins absolument indispensable de concevoir afin de mettre un terme à la destruction mutuelle qui s'opère dans un système perdant-perdant. C'est notre défi aujourd'hui, à nouveau, de voir avec les yeux du futur. Pour vous donner une idée des atrocités de la guerre, je vous montre ici la pendaison tirée d'une série de 18 gravures de Jacques Callot, remontant à 633, intitulée « Les grandes misères de la guerre », où il décrit comment la violence et la dégradation morale en temps de guerre concernent aussi bien les soldats que les civils. Le sac de la ville de Magdebourg est un exemple terrible de ces atrocités. En un jour, après que les soldats se sont infiltrés dans la ville assiégée, seuls 200 des 1900 bâtiments sont restés intacts et environ 4/5 des 26 000 habitants de la ville étaient morts. Il faut alors plus de 4 ans de négociations entre 1643 et 48 pour parvenir à un accord par le biais de différents traités principaux à Münster et Osnabrück. La paix nécessite de générer des principes et des lois internationales entre les États-nations. Elle ne peut jamais être un simple arrangement diplomatique au sein d'un système existant. Comment ceci a été possible? Parce que cette paix a créé un ordre supérieur de relations entre les États et les êtres humains. C'est essentiellement, encore une fois, la raison pour laquelle elle sera notre référence aujourd'hui. De l'autre côté, un belliciste vicieux et accro du Global Britain, comme Tony Blair a prononcé un discours à Chicago en avril 1999, répudiant Westphalie en soutenant sa conception d'un interventionnisme libéral meurtrier contre les États-nations. Examinons attentivement
les trois grands principes de Westphalie et la manière dont ils conduisent à un système de développement mutuel gagnant-gagnant qui était alors appelé le caméralisme, le mercantilisme ou le philadelphique. L'article 1 de Westphalie énonce le cœur de la philosophie, qui est une paix chrétienne et universelle, et que chaque partie s'efforce d'obtenir le bénéfice, l'honneur et l'avancement de l'autre. Fin de citation. C'est tout à fait contraire au principe de la géopolitique, selon lequel chaque joueur essaie de tirer profit de tous les gains au détriment des autres. L'article 2 stipule, citation, « Il y aura d'un côté et de l'autre un oubli, une amnistie ou un pardon perpétuel de tout ce qui a été commis depuis les commencements de ces troubles, en quelque lieu et de quelque manière que les hostilités aient été pratiquées, de telle sorte que personne, sous quelque prétexte que ce soit, ne puisse pratiquer aucun acte d'hostilité, entretenir aucune inimitié ou se causer aucun trouble. » Fin de citation. Voilà ce qui signifie voir avec les yeux du futur et non à travers les griefs sans fin et autodestructeurs du passé. Puis, le traité, avant de régler les revendications territoriales, s'attache à remédier à la ruine économique dans laquelle tous s'enfoncent. Identifiés comme des causes potentielles alimentant la dynamique de guerre perpétuelle, les dettes et les créances financières insolvables et illégitimes sont triées et réglées, principalement par l'annulation de la dette, article 13, 35 à 39, ou le rééchelonnement négocié, article 48, l'article 37 en particulier stipule les contrats, échanges, transactions, obligations, traités faits par contrainte ou menace et extorqués illégalement à des États ou à des sujets seront annulés, abolis de telle sorte qu'il ne sera plus fait enquête à leur sujet. L'article 40 ajoute « Et cependant, les sommes d'argent qui, pendant la guerre, ont été extraites de bonne foi et par bonne intention, à titre de contribution, pour prévenir des maux plus grands de la part des contributeurs, ne sont pas comprises ici. » C'est l'esprit du Glass-Steagall contre ce que Roosevelt appelait les faiseurs d'argent et les banksters. Permettez-moi d'ajouter quelque chose brièvement. C'est le même esprit que Martin Luther King a incarné dans son célèbre sermon politique prononcé à l'église baptiste de Dexter Avenue à Montgomery, en Alabama. Aimer ses ennemis, inspiré de l'évangile de Matthieu. Il soulignait, citation, « Loin d'être la pieuse instruction d'un rêveur utopique, ce commandement est une nécessité absolue pour la survie de la civilisation. » Puis, il soulignait, « Une deuxième chose qu'un individu doit faire en cherchant à aimer son ennemi est de découvrir l'élément de bien dans son ennemi, et chaque fois que vous commencez à haïr cette personne et que vous pensez à la haïr, réalisez qu'elle possède également un peu de bien et regardez ses bons points qui contrebalanceront les mauvais points. » Et puis, autre citation, « Il y a une autre raison pour laquelle vous devrez aimer vos ennemis, et c'est parce que la haine déforme la personnalité de celui qui est. Ce que MLK exprime ici dans sa forme la plus profonde est un principe partagé par la mère de toutes les civilisations de notre histoire humaine, s'engager à améliorer une personne en changeant sa façon de penser et d'agir, et donc à s'améliorer soi-même. Transformer l'autre, c'est l'esprit de la paix de Westphalie. Voilà notre défi, inspiré par Nicolas de QS. Vous avez entendu Algazep Larouche nous mettre au défi d'atteindre le niveau de la coïncidence des opposés. Faire la paix, ce n'est pas résoudre les choses avec un ennemi, mais transformer un ennemi, élever-le à un niveau de pensée et d'action plus élevé que celui qui est à l'origine du conflit, d'où il devient possible de partager le bien ensemble. C'est précisément là que la paix de Westphalie conduit à l'épanouissement de la créativité humaine dans l'univers physique. La paix, pour être maintenue et développée, doit être fondée sur une augmentation de la productivité humaine associée à la découverte de nouveaux principes physiques appliqués sous forme de technologie assurant de meilleures conditions de vie sociale pour tous. C'est ce qui a été accompli en Allemagne et en France sous l'impulsion des esprits créatifs de la seconde partie du XVIIe siècle, en particulier de Gottfried Wilhelm Leibniz en France, autour de l'Académie des sciences,
C'est connu sous le nom d'économie mercantiliste, dit colbertiste. En Allemagne, cela s'appelle le caméralisme, la mise en place d'un État stratège engagé au même temps à l'amélioration des rendements agricoles, à la production manufacturière, tout en honorant sa responsabilité sociale et une croissance économique à long terme pour le bénéfice de tous. Il est essentiel de souligner ici que Leibniz, dans son Novissima Sinica de 1697, a développé le concept selon lequel l'Ouest et l'Est du continent eurasien devraient échanger le meilleur de chacun, l'engagement envers la science et le développement technologique à l'Ouest et les principes de développement social harmonieux en Chine. Quelques échanges de grande valeur pour les deux ont bien eu lieu, mais le projet, en tant qu'impulsion vers l'unité universelle, a été bloqué. N'est-ce pas précisément ce qui n'a pas été possible alors, qui est notre défi westphalien à tous aujourd'hui? Je suis heureux que le but de notre conférence soit précisément celui-là. L'unité sans l'uniformisation, l'échange du meilleur de nous tous pour assurer la paix par le développement commun de nos potentiels humains dans l'univers au-delà de ce que nous connaissons. Leibniz, dans son Codex Juris Gentium, a écrit « L'homme des biens est celui qui aime tout le monde, autant que la raison le permet. La charité est une bienveillance universelle et la bienveillance, c'est l'habitude d'aimer ou de vouloir aimer le bien. L'amour signifie donc se réjouir du bonheur de l'autre. Le bonheur de ceux dont le bonheur nous plaît se transforme en notre propre bonheur puisque les choses qui nous plaisent sont désirées pour elles-mêmes. Certains qualifieraient cela d'utopique. Ils se trompent lourdement. Mortel, parce que l'alternative est de tomber dans le piège Thucydide, la conception géopolitique selon laquelle une puissance déclinante est nécessairement confrontée à une puissance montante et que cela signifie la guerre. C'est ce qui a ruiné Sparte et Athènes dans les guerres du Péloponnèse. Ce qui menace de nous ruiner aujourd'hui serait bien pire, car il se situe cette fois au niveau de l'humanité entière, équipée d'algorithmes financiers destructeurs et d'armes nucléaires. Leur culture est une culture de la mort. La nôtre est une culture de la vie pour le bien commun et les bénéfices des générations futures. Un dernier mot pour conclure. Xi Jinping est un lecteur assidu de Leibniz et le site internet Ai Shi Chang, ce qui veut dire l'amour de la pensée, est une plateforme pour le dévouement chinois à l'avenir. Ce que l'Europe a généré, y compris la Constitution des États-Unis, est l'autre raison pour laquelle nous sommes ici. Soyons donc heureux d'être différents, mais avec le même élan pacifique et westphalien d'unité pour réparer et reconstruire notre monde si immédiatement menacé. Merci Jacques. Jacques sera avec nous lors des périodes questions-réponses et je remets l'adresse courriel où vous pouvez envoyer vos questions. La deuxième intervention sur la question d'une nouvelle architecture de sécurité et rompre avec l'ordre destructeur actuel. Et Diogène Seni, le président de la Ligue panafricaine Umoja dans la République du Congo, intitulé « Ce que l'Afrique attend du monde ». Chers conférenciers, chers participants, chers invités, je voudrais remercier l'Institut Schiller de m'avoir invité au nom de notre parti, la Ligue panafricaine Umoja Congo, et de la coordination OUA Parti politique panafricaniste, dont j'assure la présidence, à prendre la parole dans cette importante conférence internationale. Je remercie également l'ensemble des conférenciers pour la qualité des interventions livrées avant ma prise de parole. Mesdames et messieurs, établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour toutes les nations, tel est le thème général de cette conférence. Et celui que je vais traiter dans cette communication est le suivant. Qu'est-ce que l'Afrique peut attendre du reste du monde? Panafricanisme et géopolitique de la guerre. Mesdames et messieurs, le conflit russo-ukrainien qui déchire présentement l'Europe sur son flanc Est est une véritable préoccupation à cause du drame humain
immédiats et directs qu'il génère, mais aussi par ses conséquences indirectes sur le plan économique, bien au-delà de la zone de confrontation. Or, comme toute crise géopolitique, le plus souvent accompagnée de guerre, elle est d'abord et avant tout une conséquence des permanences géopolitiques propres à l'Occident, qui, pour la première fois, a connu depuis le Moyen Âge l'une de ses plus longues périodes de stabilité, de 1945 à 2022, soit 77 ans. On a tendance à oublier qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'hypocrisie des vainqueurs les a conduits à vouer aux gémonies la géopolitique, la traitant de science nazie, ayant fourni à Hitler des justifications scientifiques et idéologiques de l'espace vital, de la volonté de conquête et de domination. Même l'Union soviétique de Staline avait interdit l'enseignement de la géopolitique, la traitant de discipline maudite d'une Allemagne maléfique et qu'elle serait consubstantielle au nazisme. Or, à y voir de près, en dehors des considérations idéologiques, racistes du régime allemand, la deuxième guerre de 30 ans, 1914-1945, est une résultante des rivalités des géopolitiques des puissances européennes qui remontent au siècle passé et qui n'ont d'ailleurs jamais cessé. De façon périodique, chaque puissance européenne a tenté d'imposer son hégémonie sur les autres. On se rappelle de l'Espagne de Charles V, puis de Philippe II, la France de Louis XIV, puis de Napoléon, l'Allemagne de Guillaume II, puis de Hitler. Ainsi, chaque fois qu'une puissance européenne a manifesté un excès d'appétit, la résistance des autres s'organise afin de la neutraliser. Par conséquent, chaque puissance européenne va bâtir une géopolitique à la fois de protection et de conquête, en recherchant un espace vital en Europe et en dehors si possible. C'est le début de ce qu'on appelle la course au clocher, c'est-à-dire la transposition en Afrique des conflits géopolitiques européens en vue de la conquête d'espaces vitaux et du partage de l'Afrique. Deux types de puissances impérialistes européennes s'affrontent sur l'Afrique. Il s'agit d'une part des vieilles puissances coloniales, comme le Portugal, la France et l'Angleterre, et d'autre part des jeunes impérialismes, qui sont l'Allemagne et la Belgique. La conférence de Berlin de 1884-1885, sous la houlette de Bismarck, en vue d'établir des règles qui devaient organiser la colonisation, signe le premier acte moderne d'exploitation concertée et consciente des puissances européennes, en dépit de leurs conflits séculaires, d'une part, et des proclamations des droits de l'homme, d'autre part. Morcelée en zone d'influence des puissances européennes, l'Afrique ne cessera de servir, dès la fin du XIXe siècle, de pourvoyeuse en ressources naturelles et minières des ambitions géopolitiques à toutes les puissances occidentales. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances gagnantes et régnantes d'alors, qui ont redessiné les contours des nouveaux rapports de force mondiaux, n'ont dû céder aux revendications de décolonisation que de façon formelle dans les années 60. Car en dépit de l'accession de plusieurs pays africains à la souveraineté internationale, la plupart des dirigeants politiques qui souhaitent donner aux indépendances une vraie réalité économique et culturelle ont été écartés ou assassinés. Le cas le plus emblématique est l'assassinat de Patrice Emery Lumumba par une coalition belgeo-américaine en janvier 1961. Dès l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960, Lumumba ouvrira une longue liste des patriotes africains victimes de l'impérialisme occidental. Aussi, à la chute du mur de Berlin, précisément à la fin des années 80, les puissances occidentales ont indiqué qu'il n'y avait plus de raison de soutenir des dictatures en Afrique, que l'heure était à la démocratie. Là aussi, la désillusion africaine est grande. Les zones d'influence et les précarés, en dépit des mutations mineures, sont restés branchés aux géopolitiques de chaque puissance extra-africaine. Même l'arrivée des nouvelles puissances émergentes, telles que la Chine, n'y change pas grand-chose. Pour nous résumer, l'Afrique, engluée et morcelée en zones d'influence et espaces vitaux, est le sous-produit des géopolitiques principales des puissances impérialistes occidentales structurées et organisées depuis le XIXe siècle. Donc, ces géopolitiques occidentales s'appuient sur une frange de l'élite africaine, appâtée par le gain individuel, qui sert d'écran au véritable maître. Mais c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui n'a jamais été aussi vivace qu'aujourd'hui.
à travers toute une série de mécanismes, accords secrets de défense, justifiant la présence des bases militaires, le contrôle monétaire tel que le franc CFA, les accords commerciaux léonins, le maintien des économies extraverties, la dette odieuse, etc., etc. Or, ces zones d'influence sont des espaces de chaos organisés dans lesquels pullulent des dictatures crapuleuses de toutes sortes. Par conséquent, ceci ne favorise aucun développement viable. Tenez, entre les années 1960 et la fin des années 80, la veille de la chute du mur de Berlin, l'instabilité et le chaos organisés en Afrique se sont matérialisés par 71 coups d'État militaires aboutis contre 118 tentatives de coups d'État. Depuis le retour du multipartisme, si les coups d'État militaires ont diminué, on a assisté néanmoins à une nouvelle catégorie de coups d'État civils, violation et manipulation des constitutions, en vue de conserver le pouvoir d'État, trucage des élections, à travers le contrôle des commissions en charge d'organiser les élections, etc., etc. À la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique peut attendre du reste du monde, l'Afrique attend que l'Occident cesse avec ses ambiguïtés et son hypocrisie. En réalité, les traditions géopolitiques occidentales ont certes muté à bien des égards, mais leur structure reste la même. Les géopolitiques de la mer, Angleterre, États-Unis, Japon, les géopolitiques continentales, Allemagne, les géopolitiques de la forteresse, Russie, les géopolitiques de la défaite, France, Italie, ont leur aggiornamento au regard des différentes révolutions qui se sont produites au fil du temps, mais elles ont besoin d'espaces vitaux pour continuer à maintenir des positions de puissance dans le concert des nations. Car, sans la double révolution de l'atome et du missile, la guerre russo-ukrainienne allait embraser toute l'Europe et entraîner le monde entier avec l'Occident, comme l'Occident sait le faire. C'est pourquoi nous réitérons cet appel à la fin de l'hypocrisie occidentale. L'Occident doit cesser avec la géopolitique afin de se débarrasser des complexes de puissance nuisibles. Les Africains savent que personne ne les libérera de cette longue servitude imposée par l'impérialisme occidental à travers des roitelets africains. La libération de l'Afrique sera fille de l'insurrection des consciences qui gagne chaque jour la jeunesse africaine à travers le panafricanisme. Car pour nous, la paix dans le monde passe par la reprise en main et le contrôle des zones d'influence africaines qui nourrissent les ambitions des puissances extra-africaines. Le panafricanisme se propose de priver toute puissance ambiguë des ressources africaines afin de s'en servir exclusivement au bien-être des populations africaines. En créant les États-Unis d'Afrique, l'Afrique morcelée ne sera plus cette proie au service des puissances extra-africaines. En réunifiant le continent africain, le panafricanisme permet aux Africains en toute souveraineté de réaliser leur renaissance en reposant le problème des frontières dans un cadre apaisé et réconcilié. Quoi qu'il en soit, en ces temps inquiétants, le panafricanisme demeure fidèle à l'esprit de Bandung ou d'afro-asiatisme exprimé en 1955, où en face de l'axe de la puissance de Washington à Moscou, un autre axe fut tracé d'Accra à Jakarta, basé sur la non-violence et sur le non-alignement. Umoja ni Nguvu, je vous remercie. Merci Diogène. Et vous serez avec nous pour la période de questions-réponses dans quelques minutes. Donc si vous avez des questions pour M. Diogène Seni ou M. Jacques Cheminade, vous pouvez les envoyer à l'adresse qui apparaît sur l'écran ou directement depuis le site de l'institutschiller.org. Notre prochain intervenant nous vient des États-Unis. Il est le fondateur et le directeur du Centre pour l'innovation politique et son sujet est la crise auquel la société américaine fait face. Déjà, je voudrais remercier l'Institut Schiller de m'avoir invité à joindre cette conférence qui est vraiment très importante. Merci à Madame Larouche. Merci à tous les autres intervenants qui se sont réunis à mener différentes perspectives du monde entier. C'est vraiment des voix très importantes et je suis vraiment très honoré de représenter ici le Centre pour l'innovation politique. Et la crise, finalement, auquel fait face les États-Unis est très sérieuse. Et elle affecte de manière très dure, très brutale, les familles américaines à la station d'essence. Dans l'Ohio, moi j'ai né là-bas, Pennsylvanie, Texas, Alabama, Colorado.
et vous allez à la station d'essence et vous voyez une femme avec ses enfants et elle reste à cette pompe, à cette station d'essence, sort et fait très attention juste de mettre juste $10 d'essence pour pouvoir continuer son trajet. Et on ne remplit plus aujourd'hui on ne remplit plus les voitures. Juste $10 qui lui restent pour pouvoir mettre dans sa voiture et continuer son trajet et peut-être emmener son enfant à l'école. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la société américaine. On n'a plus assez d'essence pour amener ses enfants à l'école. On n'a plus assez de sous pour payer l'essence pour aller faire des courses au supermarché du coin. Donc les familles qui travaillent sur l'ensemble du territoire américain sont dans la souffrance. Et il dit, Pat Biden qui nous dit oui, nous avons le devoir patriotique d'être soutien de l'Ukraine et de se battre contre la Russie. Mais des millions d'Américains ne croient pas du tout à ça. Ils voient les grandes compagnies du pétrole, les grandes compagnies de Wall Street et des banques qui font des bénéfices records avec la population est de plus en plus dans la misère. Le contraste est très grand aujourd'hui ici, partout sur l'ensemble des États-Unis. Et moi, je suis allé à Sochi il y a quelques années, il y a 2-3 ans, invité par un think tank du gouvernement russe. Et j'ai pu entendre là-bas des voix un peu différentes qui se sont exprimées. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait quelqu'un de l'Institut du Nobel norvégien. Et il disait qu'en Eurasie, en Russie, en Chine, en Asie centrale, au Pakistan, qu'il y a une renaissance. Il parlait d'un âge d'or. Les gens avaient accès à l'électricité dans des régions qui avaient été jusqu'à présent très reculées, de nouvelles opportunités partout pour du travail. Et il y avait une croissance économique, des opportunités partout, des grands projets de développement infrastructurel. Et moi, j'ai entendu ça. Et je suis arrivé, après, je suis revenu aux États-Unis et personne ne parlait de ça. Parce que les médias américains, ils ne veulent pas parler du miracle économique qui se produit dans ces pays-là, parce que pourtant, c'est d'une évidence. Voilà, il y a tellement de croissance. Regardez, en Chine, l'initiative Une ceinture, une route, l'Union économique eurasiatique, le corridor Chine-Pakistan. C'est de bon sens de voir que cette économie était en train de se développer de manière à l'accélérer, alors qu'aux États-Unis, la situation est devenue très dégradée. Et on devrait coopérer avec ces pays-là. On devrait faire du business avec eux. Ils ont une période d'âge d'or d'économie qui se développe, il y a cette croissance, il y a des opportunités pour nous. Et on devrait créer des joint ventures, des fonds communs, des fonds d'investissement, ce qui permettrait de redévelopper nos industries, même ici, redévelopper notre secteur énergétique. Tout ça est en train de tomber à l'eau aujourd'hui par le manque de maintenance. Donc, il faut reconstruire les États-Unis aujourd'hui. Et moi, en tant que président du Centre pour l'innovation politique, on est un think tank. On n'est pas un nouveau parti politique ou une formation politique. On est simplement un ensemble de gens, des socialistes, des marxistes, plutôt des matérialistes dialectiques, on va dire, historiquement parlant, comme tradition philosophique. Et on se bat aux États-Unis dans toutes nos conférences. On dit, voilà, nous, on doit rappeler à l'unité des États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pas simplement aujourd'hui, demain ou après-demain. On avait construit un monde dont tout le monde rêvait, créer l'unité justement d'un monde sans guerre, où toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les croyances, tous les États vivant sur cette planète ont décidé de s'unir pour développer une amitié et une collaboration pour permettre une paix durable et pour éliminer une bonne fois pour toutes justement toutes les souffrances qu'on a vues se dérouler sous nos yeux ces derniers siècles. Donc on se travaille ensemble, courageusement, avec enthousiasme. On ne perdra plus de temps dans ces guerres qui nous détournent de l'essentiel. Et on doit s'adapter justement. Et après ça, après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique, malheureusement,
Il y a eu le grand forum des jeunes démocrates au niveau international, où des jeunes démocrates se sont réunis partout dans le monde et se sont dit, voilà, on va se battre pour s'opposer au fascisme, pour s'opposer à l'impérialisme, se battre pour le développement économique. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé à une époque. Et nous, on fait beaucoup de conférences, justement. Et le combat d'Henry Wallace contre la campagne de McCarthy et le McCarthyisme. Vous pouvez voir La Nouvelle Europe ici, le livre de William Foster. Justement, on parle de ceux qui se sont opposés au McCarthyisme. Les idées ne peuvent pas être emprisonnées, comme on peut voir dans son livre. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu des débats politiques américains. C'est le pessimisme, le désespoir, la destruction, la guerre culturelle, etc., les avantages politiques. Et il y a même des socialistes ici aux États-Unis qui disent qu'ils sont maoïstes, donc ils s'attaquent les autres courants socialistes. Et bon, vous avez ce genre de choses. Alors qu'on est dans une crise existentielle d'un point de vue économique, et on a ce danger de guerre à l'horizon. Pourquoi ils se focalisent là-dessus? Ils essayent d'interdire les républicains dans les universités, par exemple. Ils essayent de mener des combats complètement secondaires vis-à-vis des nécessités politiques qui engagent l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Voilà, donc il faut sortir de cet qu'on pourrait dire de cet infantilisme politique. Donc, toute cette cancel culture, ce wokisme, qui se développe dans la tête des gens partout, même dans les milieux socialistes et même marxistes. Donc nous, on s'oppose à tout ça. Et je voudrais remercier l'Institut Schiller d'organiser cette conférence de très haut niveau. Toute l'organisation de la Rouge, tout ce qu'ils font à l'échelle internationale. Je vois qu'on a une vision différente. On n'a pas la même perspective historique, philosophique, mais vous êtes une grande source d'information. Et j'étais très excité, on va dire très enthousiaste, quand j'ai eu ma copie de le premier tome, le top 1 des œuvres complètes de Lyndon LaRouche, que je l'ai ouvert. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà lu tous les livres qui sont dedans. Et donc, l'Institut Schiller, l'organisation de LaRouche, voilà, l'histoire du caucus international pour le travail, créé par Lyndon LaRouche, doit continuer tout ce travail par l'Institut Schiller, par l'organisation LaRouche. C'est une source d'inspiration pour tout le travail que nous menons ici aussi. Et on apprend tellement de choses avec le travail qui a été fait par cette organisation qu'on apprécie énormément, tout le travail de coopération sur lesquels nous sommes d'accord avec les infrastructures, le dialogue des civilisations, l'amitié entre les peuples, entre la Russie, la Chine et les autres, de combattre toute forme de répression politique contre les populations. J'espère que malgré tout le pessimisme, malgré tous les détournements, les a priori, on peut faire une percée fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus Biden, ils ne croient plus la croissance zéro des écologistes et des environnementalistes qui ne fait que créer du pessimisme. Donc, il faut se battre pour la croissance économique réelle dans cette période sombre et désespérée. Et un ami à moi qui était un anti-impérialiste allemand, il m'a dit dans les années 80, il y avait des campagnes, des posters dans avec l'Institut Schiller et le mouvement de LaRouche qui montraient des chemins de fer à grande vitesse à travers la Chine et la Russie, l'Europe et l'Afrique. Et regardez ces posters, ils disaient, mais vous êtes complètement malade, c'est de la science-fiction, vous êtes illuminés. Et maintenant, aujourd'hui, ils regardent en fait, c'était complètement visionnaire, ce qu'avait produit LaRouche dans les années 80 avec tous ces posters qu'on avait collés en Allemagne. Et dans son livre qui s'appelle « Les 50 prochaines années de la Terre » de Lyndon LaRouche, vous avez déjà tout le potentiel de développement des 50 prochaines années, justement, qui aujourd'hui devient une réalité, ce qui motive les gens, les crises politiques et économiques qui vont causer ces changements. Donc, on a beaucoup à apprendre de tout ça. Et M. LaRouche, on le sait, a été mis en prison alors qu'il n'avait commis aucun crime, mais parce qu'il s'est levé contre, justement, les chevaux de la destruction qui étaient aux manettes au pouvoir aux États-Unis. Il n'avait jamais été coupable d'aucun crime dont on l'a accusé.
Et ça, c'est le cas de beaucoup de prisonniers américains. Et au lieu d'emprisonner des activistes politiques, comme on le sait dans le mouvement des droits civiques, etc., on doit plutôt faire des enquêtes sur les crimes du FBI, les crimes qu'ont commis les agences de renseignement. Donc, je vais juste terminer en disant ce avec quoi je vais commencer, l'image de ces enfants à l'arrière d'une voiture dont la mère sort tranquillement pour mettre $1 pour pouvoir continuer de les emmener à l'école. Et on se bat, nous on se bat pour les millions de gens, pas pour les millionnaires. On se bat pour la justice sociale sur l'ensemble du territoire américain, pour que chaque être humain, chaque Américain ait une place dans cette société, dans ce monde nouveau. Et nous, on se bat pour une société où l'homme n'est pas vu comme un animal ou une statistique dans un système financier commercialisé à outrance, mais qu'il puisse développer toutes ses capacités intellectuelles et cognitives. Et merci du fond du cœur pour cette invitation et je vais suivre la discussion avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous serez avec nous d'ailleurs pour la période de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer donc, depuis le site de l'Institut Schiller, institutschiller.org. Le prochain intervenant est Mike Callicrat. Donc, c'est un éleveur. Hein. Donc, il est éleveur au Kansas et fondateur de Ranch Food. Donc, il va parler de l'ère des cartels est terminée. Plus d'agriculteurs souverains, plus de nourriture pour tous. Je lui donne la parole, Mike. Bonjour, je suis Mike Callicrat, éleveur de Colorado Springs. Et je tiens à remercier l'Institut Schiller et Elga Zaplarouche pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de présenter, de participer à ce panel. Je pense que nous devons examiner les possibilités qui s'offrent à nous pour aborder ce système alimentaire mondialisé, hautement concentré, qui laisse un grand nombre de personnes affamées dans le monde, y compris les agriculteurs, les éleveurs et les producteurs alimentaires. Donc, chez Ranch Food Direct, où je passe mon temps tous les jours avec Callicrat Cattle Company à San Francisco, au Kansas, nous travaillons à la mise en place d'un système alimentaire plus résilient et durable depuis environ 22 ans. Je pense qu'il est important de parler des raisons pour lesquelles nous nous sommes penchés sur la construction d'un système alimentaire alternatif. Nous avons toujours pensé que la concentration du pouvoir et de la richesse est l'une des plus grandes menaces pour la civilisation humaine à travers l'histoire. Et le président James Madison a dit, je le cite, « La concentration des richesses détruira notre nation à moins que les lois ne changent. Le jour viendra où notre République sera impossible. Il sera impossible d'y vivre parce que la richesse sera concentrée dans les mains de quelques-uns. Lorsque ce jour viendra, nous devrons nous en remettre à la sagesse des meilleurs éléments du pays pour réajuster les lois de la nation. » Fin de citation. Donc je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a inscrit dans le marbre au-dessus du portique principal de son bâtiment, l'USDA a été créé dans les années 1860 sous la présidence de Lincoln. Et on peut lire sur la pierre la citation suivante. Je cite, « Le cultivateur qui travaille doit être le premier à participer aux fruits. » C'est une citation de Saint Paul. Donc, fin de citation. Eh bien, c'est tout le contraire qui se produit aujourd'hui. Le vigneron, l'agriculteur, l'intendant de la terre est le dernier à recevoir un quelconque retour des fruits de son travail. En fait, il est mis en faillite par ce système alimentaire contrôlé par un cartel. Nous sommes dans le business de la dérégulation, a dit le président Reagan en son temps. Le gouvernement sait le problème aujourd'hui. Est-ce que le président Reagan a fait à l'application de la loi antitrust dans les années 80 était l'équivalent des arbitres déclarant qu'il n'y a pas de règles et qui quittent le terrain dans un match de football? C'est la même chose qu'il a fait en 80. Donc la tricherie n'était pas seulement autorisée, elle était requise et l'est toujours aujourd'hui. En 96, the US News and World Report a publié un article intitulé Illegal en Iowa. Et 90 ans après, le livre de le livre de Upton Sinclair, publié en 1906, nous voici à nouveau confrontés au même problème. Même si des lois ont été votées pour empêcher ce genre de choses de se reproduire, elles n'ont pas été appliquées.
Donc, 90 ans après la publication par Upton Sinclair de cet exposé novateur sur l'industrie nationale de l'emballage et de la viande, les immigrants illégaux affluent aux États-Unis pour occuper des emplois dangereux et mal payés que la plupart des Américains refusent. La différence entre aujourd'hui et l'heure, aujourd'hui, il existe un système qui maintient l'arrivée des clandestins et le fonctionnement de l'industrie, et les usines ont fini par s'y fier. Et Bob Peterson, en 96, a déclaré, je le cite, « On ne peut pas l'arrêter, la concentration. On ne peut pas arrêter cette mondialisation et cette concentration. C'est une évolution qui va se produire en dépit de tous ceux qui se trouvent sur le chemin. » Donc, fin de citation. Donc, ceci venant du plus grand emballeur de viande du monde, l'Iowa Beef Processors, qui sera bientôt la propriété de Tyson Foods. Et en décembre 98, mon seul acheteur, le National Beef à Saint Francis, dans le Kansas, m'a annoncé qu'il n'achèterait plus mon bétail. Donc, j'avais 14 000 bovins, donc 12 000 dans un parc d'engraissement parce que je ne pouvais pas les vendre. J'ai donc appelé le secrétaire à l'agriculture, Dan Glickman à l'époque, qui était chargé de faire appliquer la loi sur les parcs à bestiaux et qui m'aurait empêché d'être mis à l'index par les conditionneurs. Je lui ai demandé pourquoi il n'appliquait pas la loi. Il m'a répondu, je le cite, « Eh bien, tu sais, Mike, en ces temps modernes de mondialisation, nous avons besoin de grandes entreprises capables de faire des affaires à l'échelle mondiale. » Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, un juge dans l'affaire judiciaire, dans laquelle j'étais, moi, demandeur, qui a été déposé en 96, donc, et qui a conduit à mon blackballing, à mon éviction par les grands conditionneurs. Donc, ce juge, c'est un pouvoir judiciaire à capturer, renverse l'intention des entreprises de packaging de 1921 de protéger les producteurs contre le pouvoir abusif des conditionneurs de viande. Donc, ce juge, le juge Strom, a créé un très mauvais précédent lorsqu'il a annulé la décision et la sentence du jury de 2004, estimant que Tyson IBP, la compagnie Tyson IBP, avait violé les lois Packers and Stockyards, c'est-à-dire les lois sur le conditionnement et sur le stock. Donc, la Cour suprême a par la suite refusé d'entendre l'affaire, de sorte que le juge Strom a privé les éleveurs plaignants de 1,28 milliard de dollars de dommages et intérêts accordés normalement par le jury et a refusé notamment tout espoir d'obtenir une injonction qui a empêché les conditionneurs de viande d'agir de manière anticoncurrentielle. Je cite, « JBS offre un poste de haut niveau à un politicien américain de premier plan. » Donc, Sao Paulo, dans le Brésil, l'ancien représentant américain John Bonner, 53e président de la Chambre des représentants des États-Unis, a été nommé au conseil d'administration de JBS Food International, une filiale de JBS basée à Sao Paulo, au Brésil. Donc, donc, nous avons donc ici un autre exemple des portes tournantes, en fait, du gouvernement vers les entreprises et vice-versa. Donc, après avoir payé 3 milliards de dollars pour régler les accusations de pots de vin et de corruption, les Batistas sont toujours aux commandes de JBS. Toujours en 2017, JBS engage l'ancien chef de la sécurité alimentaire de l'USDA, il s'appelle Al Almanza. Donc, Al Almanza travaillait à l'USDA à l'époque depuis près de 40 ans et avait contribué à mettre hors d'état de nuire les petites usines après des réglementations et des règles onéreuses. Il a autorisé l'entrée de la viande avariée en provenance du Brésil pendant une période de 80 jours, alors que tous les autres pays avaient bloqué le passage de cette viande à leurs frontières. Al Almanza va ensuite travailler pour JBS, évidemment. Donc, le monopole qui s'interpose entre les agriculteurs et les éleveurs et les consommateurs et qui contrôle les coûts des intrants et le prix des extrants est la principale menace pour les agriculteurs et les éleveurs, ainsi que pour les consommateurs qui veulent avoir accès à une alimentation de qualité. Le monopole extrait la richesse de cette entreprise appelée l'agriculture, laissant derrière lui la pauvreté, les gens affamés, la mauvaise nourriture, les aliments hautement transformés et aggravant la crise mondiale de la faim et du manque de nourriture. 4 grands conditionneurs de viande écrasent les petits éleveurs aujourd'hui. La cyberattaque d'ailleurs de JBS n'a été qu'un contretemps dans les opérations de conditionnement de la viande. Mais pour les législateurs, cette alerte à la sécurité est le signe qu'il est peut-être temps de démanteler l'industrie. Et encore une fois, à l'instar du problème Covid et de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, nous cherchons à construire des systèmes alimentaires meilleurs, plus résilients et plus sûrs, qui sortent les gens de la pauvreté, non seulement dans l'agriculture, mais aussi chez ceux qui mangent, tout simplement. Les monopoles sont très mauvais. Les monopoles
sont très mauvais. Plusieurs auteurs en ont parlé. Et Barry Lynn, dans Open Market Institute, a dit, je le cite, combattre ce qui est mauvais tout en construisant quelque chose de mieux. Alors, construisons quelque chose de mieux. Et à quoi cela ressemblera-t-il? Abraham Lincoln et son conseiller Henri Carré ont dit, je les cite, nous devons adopter des mesures nécessaires pour réunir les producteurs et les consommateurs de nourriture et de laine et ainsi augmenter leur pouvoir de faire du commerce entre eux. Fin de citation. Donc, à quoi ça va ressembler? Les grandes entreprises alimentaires s'interposent entre les consommateurs d'une part et les agriculteurs et les éleveurs d'autre part, construisant un système qui contourne les cartels des grands monopoles alimentaires. C'est ce que nous avons fait avec Ranch Food Direct. Nous soutenons les fermes et les ranchs familiaux. Nous croyons que la ferme idéale est détenue et exploitée par la famille, diversifiée et axée sur le bétail. Le pâturage et l'alimentation de la production de la ferme sont responsables et le fumier animal retourne à la terre. Un moyen plus direct pour les producteurs d'entrer en contact avec les consommateurs désireux de savoir d'où vient leur nourriture c'est ce qui pourrait être une unité d'abattage mobile placée dans une exploitation d'élevage. Les animaux sont traités là où ils se trouvent, ce qui élimine le stress du transport et améliore la qualité de la viande en réduisant également le stress et les coûts. En 1921, l'unité d'abattage mobile a déménagé dans le Montana pour faire partie d'un programme d'enseignement au Northern Montana College. Elle est aujourd'hui remplacée par un plancher d'abattage construit à cet effet à Saint Francis, dans le Kansas. Les carcasses parcourent 200 miles jusqu'à Colorado Springs avec des œufs et deux autres produits alimentaires de la région et sont livrés au centre alimentaire de Colorado Springs qui abrite Ranch Food Direct. L'étape finale, à mon avis, pour redonner un peu de bien-être à l'agriculture, ainsi qu'une meilleure alimentation aux consommateurs, en gardant l'argent dans les communautés au lieu de l'extraire vers la société mondiale et les élites riches du monde, qu'est-ce que ça devrait être? Je pense que nous construisons des marchés publics, que nous devons construire des marchés publics, qu'ils doivent être publics, privés ou en copropriété avec des vendeurs qui s'y trouvent. Et ma description du marché est la suivante. Le marché nourrit la ville. Les entreprises gérées par les propriétaires transforment et emballent les aliments de la région. Les viandes aux céréales, en passant par des produits de saison. Une brasserie utilisant des céréales et du houblon locaux, ainsi que de nombreux autres fabricants d'aliments préparés, vendent directement aux consommateurs et aux restaurants. Les marchés saisonniers s'étendent à partir du marché principal, accueillant les producteurs et les cultivateurs des zones urbaines. Donc voilà comment aujourd'hui le marché devrait fonctionner. Merci. Donc voici, merci Michael Calicrate. Donc vous écoutez notamment la conférence de l'Institut Schiller, comment reconstruire une architecture de sécurité internationale. Donc nous passons à la session questions-réponses. Je remercie notamment les orateurs de participer. Donc je pose la première question. Quelqu'un qui a dit, étant donné le manque de volonté des États-Unis et de l'ONU de garantir une sécurité internationale et de maintenir les sanctions contre la Russie, quels changements doivent être mis en place pour assurer une paix de Westphalie? Je pose la question à Jacques. Je pense que la politique domestique et internationale est un mauvais sens de ce que la sécurité signifie. La sécurité n'est pas seulement protéger contre un ennemi éventuel. La sécurité, c'est social, c'est d'être alimenté et de pouvoir prendre soin de sa santé. La sécurité, c'est la sécurité économique, la capacité de développer votre société et d'augmenter sa force de production. C'est l'éducation et c'est évidemment la santé publique. C'est notamment notre projet IPSINA, notre projet Avicenne. Ce sens de sécurité, comme un tout en termes de justice, devrait être mis de l'avant. Et c'est ce que notre conférence est en train de faire. Elle explique que si vous avez besoin de sécurité, ça ne peut être assuré que par le développement et le développement mutuel. Et c'est clé, je pense. C'est clé compte tenu de la période qui arrive. Et donc, il faut évidemment, pour faire cela, il faut ressentir la bonne émotion. Et quand on voit des millions et probablement jusqu'à 1 milliard de personnes menacées de mourir
que ce soit par le froid, par la famine, par une mauvaise santé. Quand vous voyez ça, si vous n'êtes pas sensibilisé à ça, si vous ne ressentez rien là-dessus, il y a quelque chose de il y a un problème, vous avez un problème. Et c'est connecté à ce que Kalen Mopin vient juste de dire. Il y a une distorsion des émotions aujourd'hui. Il y a une distorsion des émotions qui fait que les gens n'agissent pas selon leurs véritables sentiments. Il faut sentir les véritables. Il faut sentir cette émotion positive qui arrive quand on découvre, on découvre de nouveaux principes, quand on est créateur. Et la mauvaise émotion vous amène à vous détruire et à ne pas vous faire agir comme vous devriez agir. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Amelia Boynton Robinson, qui était une amie de longue date, qui nous disait, quand on discutait de ces questions-là, que les gens que les gens peuvent être libérés, en fait, corporellement, mais mentalement, ils restent des esclaves. Certains peuvent être libérés de leur chaîne en tant que tel physique, mais pas mental. Et le véritable enjeu, l'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens brisent cet esclavage mental et se connectent à cet esprit de Westphalie, c'est-à-dire cet esprit qui défend l'avantage d'autrui et qui permet de percevoir un futur nécessaire plutôt que de regarder le passé, mais plutôt d'envisager un futur nécessaire. Le passé peut être un exemple, peut-être une base, mais elle doit amener à une possibilité d'un meilleur futur. Et si on s'attache à cela en permanence, alors le monde peut aller dans la bonne direction. Caleb, est-ce que vous voulez commenter sur cette question? Donc, je vais juste rassembler quelques questions parce qu'on est en cours en termes de temps. Et la question est pourquoi il n'y a pas d'action qui soit menée aujourd'hui pour faire face à ce danger d'un milliard de personnes. Caleb. Comment une personne ordinaire peut participer à l'établissement d'une nouvelle architecture de sécurité? Eh bien, il est très important que chaque personne apprenne à défier les lignes qui sont établies dans les médias. Parce que quand on voit notamment les réseaux et les médias, Facebook, tout ce qui vient de nos ordinateurs, c'est une ligne totalement anti-russe. Et alors qu'en réalité, beaucoup savent que la plupart des laboratoires biologiques que l'on prétend ne pas exister en Ukraine, les labos américains, ils existent véritablement. Donc, nous avons une responsabilité d'aller dans les universités, et d'aller voir les professeurs, de dire la vérité, de dire ce qui se passe réellement. Il faut éduquer les jeunes là-dessus. Et notamment contredire en fait toutes ces allégations comme quoi il y a des massacres en Ukraine qui sont perpétrés par les Russes, quand alors on n'a pas véritablement de preuves là-dessus. Et le problème, si vous voulez, c'est comme dans l'histoire, et aux États-Unis, on a beaucoup de gens qui suivent la ligne. Et c'est ceux qui combattent, comme Martin Luther King, comme Abraham Lincoln, c'est ceux qui combattent notamment cette ligne établie et qui vont à l'encontre de l'opinion populaire et qui disent des choses qui ne sont pas populaires. Donc on a besoin de gens qui disent, qui se mettent de l'avant, qui n'ont pas peur de dire ce qui doit être dit, dire certaines vérités qu'on leur interdit de dire. Et de dire notamment que la plupart des néo-nazis, par exemple, en Ukraine, ne méritent pas le soutien de peuple américain. Il faut le dire à un moment donné Donc évidemment qu'il y a des gens qui meurent en Ukraine, mais il y a des gens qui meurent en Ukraine du fait de leur propre régime et du fait que notamment le Pentagone aujourd'hui est impliqué dans la mise en œuvre, dans le fonctionnement de certains
laboratoire biologique en Ukraine. Donc, il faut dire ces vérités-là. Et il y a une autre question qui a été posée donc sur quel espoir on peut avoir. Aux États-Unis, on a énormément de petites entreprises, on a plein d'agriculteurs, il y a beaucoup de gens qui gèrent leurs propres entreprises. On a beaucoup de gens qui veulent une croissance économique et qui en ont marre de ce grand monopoly, qui en ont marre de ces grandes institutions, qui en ont marre de ces grands géants de la technologie et qui continuent de maintenir notamment leur monopole sur l'économie. Donc, les gens en ont marre de ça. Et quand on voit la Russie et la Chine qui croient en la croissance économique, et ben voilà, on a un exemple. Donc il y a une compréhension qu'aujourd'hui, pour augmenter le niveau de vie, il faut de la croissance, il faut une planification économique, il faut un gouvernement qui se batte pour son peuple. Évidemment, on a besoin d'un secteur privé, on a besoin de petites fermes, de petites entreprises, on a besoin de chaînes de restaurants, et il faut une alliance entre les membres de la classe moyenne qui croient en la croissance économique, entre la classe travailleuse, si on peut dire, la classe ouvrière. Il faut une alliance avec l'État, avec le gouvernement, contre justement les grands monopoles, toutes ces banques, tous ces grands géants du pétrole, tous ces géants des multinationales. Et c'est dans l'économie, c'est dans l'intérêt économique de tous. C'est dans leur intérêt économique de comprendre en fait les contraintes qui leur en sont imposées par ces monopoles. Donc il faut un nouveau réalignement, il faut absolument une compréhension des enjeux économiques dans la population, dans la base sociale pour faire remonter et combattre justement ces monopoles. Il faut faire une alliance entre les fermiers, les petits entrepreneurs et certains politiques. Parce qu'en fait, vous voyez notamment le fonctionnement de la Chine. La Chine fonctionne de cette manière, une croissance économique grâce à cette alliance, d'une certaine manière, entre la politique de l'État et l'activité économique plus au niveau local et régional. Donc, Diogène, si vous pouviez notamment, j'ai une question. Oui, c'est une question pour Diogène. Comment vous organisez la population pour participer à ce projet panafricain? Bon, merci beaucoup. En Afrique, la situation est un peu plus compliquée parce que, comme je disais dans mon intervention, nous sommes un peu les sous-produits des grandes géopolitiques. Nous sommes des zones d'influence. La réaction des États africains par rapport aux sanctions qui ont été imposées à la Russie est une réaction nouvelle. Elle résulte d'une... Oui. Okay, can you hear me? We need to have a translator. Go ahead. Can you hear me, Harley? Yes, go ahead. Okay, he's saying, well, we in Africa were somehow the byproducts. I mean, we're in the suburbs of the geopolitical European old colonial system, but everything which is going on there has side effects on what's happening in our regions. Voilà, donc cette réaction des États africains n'est pas une réaction banale, est une réaction qui tient compte aujourd'hui d'un état d'esprit général, d'une jeunesse qui de plus en plus est au courant des enjeux. Il y a encore quelques années, même lorsque on bombardait la Libye, beaucoup d'États africains n'avaient pas osé protester. Il se trouve que sur ce qui se passe en Ukraine, le non-alignement en quelque sorte des États africains résulte d'une situation de société civile de plus en plus au fait des enjeux géopolitiques. Et nous, dans le cadre du panafricanisme, so he's saying the fact that because on the last vote, many African countries abstained and were refusing to take sides
and we're completely into the non-alignment. He said this is happening because through the modern technology, including internet, and especially since the Libya intervention, there's a very big awareness in the civil society in Africa about what's really going on, and they don't want to be taken hostage into this situation. Oui, donc ça nous favorise un peu le travail dans le cas du panafricanisme, puisque le panafricanisme est une idéologie qui a connu beaucoup de répression. Dans le texte que j'ai fait, je parlais de Patrice Lumumba, qui a été le déclencheur des assassinats multiples et variés depuis les années 60, les années des indépendances. Cela s'est poursuivi et donc le panafricanisme a été plus ou moins enfermé et aujourd'hui, il y a une sorte de découverte de la part de la jeunesse de cette idéologie. D'accord. So he's saying this new situation of information in civil society somehow makes our job easier, but he said the Pan-African ideology and ideas which we are promoting in the Umoja, we have been subjected to very much repression. The most known case is what happened with Patrice Lumumba, who was assassinated, and then many other people in this current, which were they suffered a lot of persecution, and finally they tried to put them in a box to isolate them, to prevent them from taking over by their ideas. But this now is falling apart, and there is a new generation of young Africans which are completely open to this new to the comeback of the Pan-African proposals. Donc voilà globalement comment nous essayons de tirer profit de cette situation, mais c'est le résultat des décennies de combat, de clarification, de prise de conscience, de prise de risque face à des gouvernements en général qui sont alignés sur l'Occident. Et donc voilà à peu près la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et on essaye donc absolument de profiter de cette prise de conscience générale pour faire avancer la cause du panafricanisme dans le continent africain. En réalité, pour finir, le panafricanisme, c'est vraiment l'antidote de la géopolitique, parce que nous mettrons fin aux bases militaires, aux zones d'influence, pour qu'il y ait une sorte de géopolitique multipolaire, en quelque sorte, si je peux me permettre. Because what's happening, this revolution which is in the war, which is going on, we have to honor it has been a long fight over decades to come where we are today. He said Pan-African ideology is really an antidote to geopolitics, because we will get rid of geopolitics, we will get rid of military bases, of zones and spheres of influence, and it will be a multilateral but not a geopolitical new order of non-alignment, which is coming and being built right now. Well, thank you for that answer. Now, we're running short of time, so I have two questions that I'm going to pose, one to Jacques and one to Caleb. Nous avons encore des questions pour Jacques notamment. In light of what we just heard, Jacques, en la lumière de ce que nous venons d'entendre, Jacques, comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser des institutions obsolètes et corrompues de l'Europe? Et l'autre question, est-ce que les institutions de la TIA peuvent même exister et continuer à exister dans un monde de coopération? Que Lyndon LaRouche a fait pendant toute sa vie contre l'oligarchie, contre les institutions de l'oligarchie, je dirais simplement dire que exonérer Lyndon LaRouche est une question de sécurité publique, une question de sûreté, pas seulement pour le monde, mais aussi pour l'esprit de nos citoyens, de nos concitoyens dans tous nos pays. Donc nous discutons de toutes ces idées aujourd'hui et nous devons continuer, et c'est la poursuite du bonheur, c'est le vrai sens de la poursuite du bonheur. This one's for you. How can the patriotic left
and the right work together to Comment est-ce que le patriotisme peuvent se battre ensemble contre, peut se mener une bataille contre l'impérialisme? Je ne pense pas que la question que de mettre les gens ensemble sur la question de est-ce qu'ils sont de gauche ou de droite. L'unité doit être sur le programme. Qu'est-ce que vous voulez pour le monde? Et des questions sérieuses doivent être mises en avant. Il faut dire qu'est-ce que nous sommes, quoi nous sommes pour, pas pourquoi nous sommes contre, sur quoi nous sommes en faveur, quelles sont nos solutions. Regardez par exemple ce qui se passe sur la frontière américaine, le fait qu'il y a beaucoup tant de gens d'Amérique centrale qui viennent aux États-Unis. Il doit y avoir un plan urgent pour le développement de l'Amérique du Sud, pour le Mexique aussi, le Nicaragua, et la Chine serait heureuse de participer à ça. Il faut avoir un développement économique, un plan économique de développement d'urgence. Il faut donc adresser la question de l'immigration en ayant ces projets-là. Donc, dans le sud des États-Unis et dans le centre des États-Unis, on voit l'immigration, mais on a aussi le problème de sous-développement aussi aux États-Unis avec des infrastructures qui sont en très mauvais état. Il y a le problème d'avoir au gaz. L'argent ne va pas au bon endroit. Il faut y avoir une institution publique qui reconstruit les infrastructures. Ce sont des choses qui sont nécessaires, des choses qu'on doit faire. Ça, c'est les choses pour lesquelles on doit être, pas être contre ceci, contre cela. Il faut se battre pour ça. Il y a le sens que les États-Unis sont en ruine. Il y a un sens que nos libertés civiles sont en danger. Pour tous les gens, où qu'ils soient aux États-Unis, dans quelque région que ce soit, ruraux ou citadins, savent que le pays est en train d'être en transition vers un État policier et en train de s'effondrer aussi économiquement. Donc, il y a ce Great Reset qu'il faut arrêter. Et donc, voilà, il faut faire tout. Avec tous ces projets-là, il faut les défendre et nous aurons un soutien populaire. Nous allons conclure avec chacun de vous 2 minutes. Désolé pour le manque de temps, mais nous avons un autre panel. Diogène, je vais commencer avec toi. Oui, merci beaucoup. Ce que je pourrais dire comme conclusion, d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants par cette conférence qui vient à point nommé parce que nous avons un seul son de cloche très majoritaire sur les événements actuellement qui dominent le monde et cela est très, très préjudiciable pour tout le monde. Il faut être très équilibré par rapport à l'information en ce moment qui domine le monde. Et nous, pour le continent africain, nous n'attendons que la possibilité d'avoir une gouvernance du monde à laquelle nous allons participer de façon franche et pleine. Mais nous avons quand même affaire à des systèmes, à des gouvernements qui ont préempté sur les indépendances africaines, sur la souveraineté africaine. Donc, de l'intérieur, nous menons ce combat. Nous savons que c'est à nous de nous libérer d'abord et avant tout. Mais notre place dans la gouvernance du monde est attendue parce que ça ne peut pas être autrement. Ce continent a tout donné au monde. Il ne peut pas être exclu des débats, du droit international. Or, aujourd'hui, à cause des zones d'influence, nous sommes complètement caporalisés par des géopolitiques qui ont d'autres intérêts. Et donc, par conséquent, ce sont les peuples africains qui sont victimes de ces politiques internationales. Donc, l'objectif du panafricanisme, c'était vraiment de songer d'abord aux droits des peuples africains, qu'ils aient la possibilité d'avoir de l'eau, de l'électricité, des infrastructures de qualité, et que la question des dettes odieuses qui sont imposées à ces populations soit concrètement balayée, parce que ces dettes n'ont pas lieu d'être dans la mesure où la contrepartie réelle des infrastructures qui auraient dû avoir lieu sur le continent n'existe pas. Et donc, nous nous battons à la fois sur tous ces fronts, la question de la dette odieuse, des zones militaires, des bases militaires extérieures, étrangères qui sont sur le continent,
et naturellement de la souveraineté du continent, et ce qui doit se faire par l'unité des peuples africains afin d'être en situation de participer à un monde multipolaire. Okay. So, Yes. yes. So first, I want to thank all the people who organized and participated in this conference, which is coming really in the right moment, seeing the current events. Concerning the information which we're getting from the media, we have to remain very cautious. The African continent, we are only waiting to. We know that we will take part in the world governance, which our participation will be frank and full and entirely participating. We are fighting from the inside to free ourselves and to allow this continent, Africa, which gave so much to the world, to fully participate in world governance. Today, our continent is corporalisé. It's enlisted, used as an army by other powers. The people are victims. The basis of Pan-African thinking is the right of the people, which includes the right for energy, water, and healthcare. We will focus our fight against the odious debt. We have been enslaved by debt, which doesn't represent real investment in infrastructure or anything else. We're also opposing very strongly the military bases in Africa. And we want really to have a real sovereign continent which can fully participate in the new world which we are building together. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Diogène. Caleb, 2 minutes. Merci beaucoup, Diogène. Donc, je vis à Brooklyn, à New York. Je suis très proche de chez moi. Il y a un pont. C'est là où je le prends pour aller. Et le train passe dessus. Je le prends tous les jours pour aller travailler. Un jour, je marchais à côté de ce pont et j'ai vu un père avec 2 de ses enfants. Et quand le train est venu, les enfants regardaient le pont, regardaient les trous dans le pont. Quand ils ont vu ce train, quand ils ont vu ce train arriver, ils ont été heureux, ils ont célébré, ils étaient contents. Donc j'y pense tous les jours quand je prends ce train pour aller au travail, je pense à eux. En fait, ces enfants, ils avaient vraiment raison. Ce train, c'est merveilleux. C'est parce qu'il y a quelques milliers d'années, on n'avait rien. Au fur et à mesure, on a progressé, on a découvert énormément de choses, on a été capable de construire des choses merveilleuses. En quelques milliers d'années, on a fait des progrès merveilleux. Donc, il y a quelque chose de vraiment spécial dans l'humanité. Donc, en permanence, on est capable de réinventer comment on s'organise par rapport à notre environnement. Il y a vraiment un potentiel, ça c'est l'optimisme. Il y a l'optimisme de toutes les capacités. Donc, on a eu la Révolution américaine, on a eu Abraham Lincoln, Frederick Douglass qui s'est battu pour libérer de l'esclavage. On a eu Franklin Roosevelt, on a eu des activistes à différents moments. On s'est battu contre le fascisme avec l'Union soviétique. On a fait énormément de combats. Donc, on doit avoir ce sentiment pour sortir du pessimisme, de l'autodestruction, pour voir toutes les choses qu'on peut faire. La pandémie a mis les gens isolés. Il faut maintenant se mettre ensemble. Il faut travailler ensemble. Il faut être patients les uns aux autres. Nous dépendons tous les uns des autres. Donc, il faut se donner la force les uns aux autres. Les communautés doivent avoir une solidarité. Et donc, voilà, c'est l'espoir. Tout ça, c'est l'espoir pour aller de l'avant. Donc, j'espère que nous aurons contribué, que nous aurons contribué à tout ça. Et encore une fois, je vous remercie à vous tous de l'Institut Schiller pour cette conférence. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, je me tourne vers mon vieil ami Jacques pour les derniers mots de cette conférence, de cette panel.
Donc, nous devons mettre fin ensemble, même à toutes ces choses mauvaises aujourd'hui, incluant les niveaux très terribles de l'élection présidentielle en France. Il faut avoir du crédit public pour reconstruire, pour le développement, une plateforme qui doit être développée pour rendre le monde possible. Parce que nous faisons face à quelque chose, nous sommes vraiment face à une sentence de mort pour le monde si nous ne faisons pas quelque chose face à l'effondrement économique et de guerre. Il faut travailler nous-mêmes, il faut travailler sur notre façon de penser, il faut repenser notre façon de penser, personnellement et tous. Il faut que les politiques, pas comme ils sont aujourd'hui, il faut que les politiques changent, il faut avoir un sens de ce qui doit être fait et il faut avoir la joie et le bonheur de ce combat. Merci à vous tous, à tous les participants de ce panel. Donc c'est la fin de notre troisième panel. Nous allons aller maintenant vers le quatrième panel sur le développement. Je passe le micro à mon collègue Jason Ross.